Vincent. C'est en fait Vincent regroupe l'ensemble de la filière et des gens qui travaillent autour du monde du vin. D'ailleurs, ce monde du vin, on va essayer ensemble de le découvrir et de mettre des mots les plus simples. Car tout autant que nous sommes là, nous sommes tous de grands dégustateurs. Il faut juste essayer de régler à nouveau un peu l'intensité de l'attention et de ce que l'on va pouvoir découvrir dans le monde du vin. Alors, déjà, pour pouvoir en parler, il faut des vins de qualité. Je me suis rapproché d'une cave, pas très loin, celle de Beauvignac, qui va me permettre aujourd'hui de vous parler de ce monde vaste que la découverte des arômes à travers le vin. Car l'arôme est quelque chose de prépondérant, mais il y a d'abord une façon dont on va appréhender, et donc il y a une checklist en fait, qui va faire que le vin, on va d'abord le regarder. Alors, je prends mon verre, vous prendrez vos verres ensuite. On va d'abord le regarder. Regarder un vin, c'est à travers ce que le reflet, à travers ce que la couleur va nous donner, eh bien, nous allons découvrir un peu la vie de ce vin. S'il est brillant, s'il est limpide, s'il est sur des reflets verts, ou au contraire, s'il est un peu plus ambré, ou sur des notes, je dirais, tuilées, avec un peu léger voile, eh bien, il évolue suivant l'intensité donc de l'usure du temps. C'est valable pour les blancs, c'est valable pour les rosés et pour les rouges. Pour préciser l'heure à laquelle nous sommes là en ce moment en train de démarrer cette dégustation, c'est l'heure idéale. Quand nous faisons donc de l'expertise, moi je travaille en tant qu'expert pour l'ensemble de la filière Languedoc-Roussillon sur les vins et sur la qualité des vins qui sont produits, nous travaillons de 8h30 jusqu'à à peu près 12h. Et donc on va avoir, si vous voulez, des papilles qui vont être tout à fait reposées, qui vont être là à l'attente d'un repas qui devrait arriver sur le coup des 12h30, 13h. Donc on est complètement en phase d'une dégustation. Alors bien entendu, on peut déguster à toute heure, le matin de bonne heure, après juste avant une partie de pêche sur les tentes de taux, voilà, ça c'est quand même sympa, parce qu'en fin de compte, le vin, il est aussi dans les moments, dans le moment. Le vin est par lui-même quelque chose d'extrêmement énergétique, euphorisant, un produit issu de la culture de la vigne, mais il est aussi la signature de moments et surtout la traduction d'un partage. Ce que hier la personne disait avec juste titre pour plusieurs choses. Mais revenons à notre verre. Et bien d'abord on va déguster, on va regarder. C'est pour ça que ce que je vous ai donné en première chose, donc un examen visuel. Cet examen visuel, en effet, va nous donner l'évolution de ce vin. Ensuite, on a un examen olfactif. Et c'est là que tout va se mettre en marche. C'est-à-dire que le nez, notre cerveau, il faudrait le mettre comme cette bibliothèque, comme une grande armoire, avec à l'intérieur des zones végétales, fruitées, minérales, animales. À l'intérieur de ça, on va avoir des sous-genres. Et donc, tout simplement, par méthodologie, on va les chercher, on va les puiser dans notre mémoire. Et notre mémoire olfactive, c'est ce qui est le plus actif tout le long de notre vie. Depuis qu'on est nourrisson jusqu'à la fin de nos jours. Et même des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour ne pas la citer, ont encore au fond d'eux le réflexe de la mémoire. Cette fameuse Madeleine de Proust que tout le monde parle, mais qui, par sensibilité et par moment de l'émotion, de l'odeur, est imprimée au fond de notre cerveau. Notre cerveau, en fait, est en plusieurs parties, et au centre même, nous avons ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Alors, je ne suis pas du tout neurologue, mais nous avons donc des lobes latéraux, et au centre, on a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et c'est dans ce fameux cerveau reptilien que sont stockées toute la mémoire olfactive. Et la sortie de cette partie-là de notre cerveau, c'est notre nez. Donc, c'est là que l'on va avoir tous les arômes. Et les arômes, donc, on le verra ensuite, tous ensemble, quel est un peu le chemin, je dirais, initiatique de cet arôme. En bouche, ça c'est la troisième position. En bouche, on va avoir 4 secteurs, 4 choses majeures qui sont, d'après vous, lesquelles? Allez, pour voir. L'acidité, cette table, pour voir.
l'amertume. Ah, il écoute pas. Non. Alors, il y a l'acidité, l'amertume, madame. Le sucré. Et il en reste un. Le salé. Absolument. Sucré, salé, acide et amer. Et donc, c'est ça l'équilibre dans un vin. Alors, l'amertume, bien sûr qu'elle est présente. Bien sûr qu'elle est présente à travers la méthode de vinification. On le verra tout à l'heure sur certains vins rouges, mais aussi sur certains vins blancs. L'acidité, c'est l'équilibre. L'acidité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la fluidité et l'intensité du vin. La sucrosité, c'est la gourmandise, c'est l'équilibre, c'est en même temps aussi le confort, le côté rassurant dans le vin. Hein, c'est celui qui va nous permettre d'avoir cette longueur en bouche. Vous avez vu les termes que j'emploie, longueur en bouche. Ça, ce sont des termes qui ont une intensité importante. La longueur en bouche, elle est due surtout par la sucrosité du vin et entre autres aussi par une autre matière que l'on appelle des tanins. Les tanins, c'est la structure. Et ces tanins, ils peuvent être desséchants, astringents, durs, minérales. Tiens, ce sont des termes aussi qu'on va employer. Alors donc, pour l'instant, c'est moi qui déroule, mais c'est vous qui allez tout à l'heure me parler et me bombarder de questions. J'espère que vous me ferez un plaisir à pouvoir vous répondre. Et à travers surtout des moments de sensibilité. Parce qu'une dégustation, c'est définir ce que l'on est. Je dirais, dites-moi ce que vous buvez, je vous dirai qui vous êtes. C'est en fait cette façon de découvrir, de se découvrir soi-même et de découvrir sa vie à travers les arômes que l'on a emmagasinés. Alors, je vais citer en fait des arômes qui sont présents. Moi, quand je rentrais dans la maison de ma grand-mère, parce qu'on a tous ce moment, c'est quand elle n'était plus là, il y avait quand même toujours sa présence aromatique. Et ça, c'est important. Quand on ouvrait les grandes armoires, on faisait le bruit en plus. On était inondé de l'arôme de ce linge qu'elle avait, il y a quelques années encore de là, lavé. Donc, ces odeurs-là, eh bien, ils remontaient dans l'émotion. Et ça, c'est, à la limite, j'aurais fermé les yeux, je revoyais encore une fois ma grand-mère. Eh bien, c'est ça une dégustation, c'est en fait, c'est déposer ces fameux termes sur les choses les plus simples. Et le vin, c'est ça. C'est l'émotion. Le vin, il traverse, bien entendu, l'histoire, mais il est là aussi pour accompagner certains mets. Le vin, c'est là que la dégustation joue un rôle prépondérant, c'est-à-dire qu'on va avoir l'adaptation d'un vin et par rapport au plat que l'on va y adapter. Et là, on a la chance d'avoir un des joyaux de ce département de l'Hérault qui est l'étang de Thau. Et quand moi, je peux vous dire que je le connais aussi bien dessus, dessous et dans mon assiette. Parce que là, on va avoir des coquilles. Et ces coquilles, ces huîtres extraordinaires hein, qui sont d'un vert, d'ailleurs elles-mêmes se dégustent de la même façon. Hein, on va pouvoir y donner des notes de noisettes. Tiens, et qu'est-ce que vient faire la noisette et les écureuils au fin fond d'une huître de Bouzigues? Eh bien, tout simplement, vous voyez la codification d'une analyse d'un vin, eh bien, c'est ce que l'on va donner, et là, c'est donc pour l'huître, on va donner des termes qui nous sont propres. C'est-à-dire qu'on va parler de noisette pour un coquillage. C'est paradoxal. On va se retrouver plutôt côté terrestre plutôt que de donner. Voilà. Et donc, cette vivacité, eh bien, c'est ça une dégustation. Et donc, il y a des cépages, et un cépage proprement dit, qui est le Picpoul, hein, qui inonde de sa vivacité toute cette région autour de l'étang de Thau, hein, Castelnau-de-Guerre, Florensac, Pinet, Pomerol, Metz, j'en oublie un qui est Montagnac. Hein, voilà. Là-bas, j'ai le spécialiste du Picpoul qui me regarde. Et donc, ce Picpoul, c'est vraiment le cépage par excellence pour lutter contre le sel des coquilles et la vivacité de ce sel présent dans les coquillages. Et c'est vraiment la traduction même que là, on va avoir cette fraîcheur, ce côté légèrement agrume, citronné, que l'on va retrouver sur le Picpoul. Mais tout ça, on va le découvrir ensemble. Alors maintenant, si vous avez des questions, je te pose. Hein, si vous n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je peux vous répondre. Est-ce que ces termes s'appliquent à tous les terroirs? Absolument, c'est comme le vélo. Hein, voilà, c'est exactement de la même façon. Que l'on parle des vins de Bourgogne, que l'on parle des vins de Bordeaux, que l'on parle des vins d'Alsace ou ceux du Languedoc, eh bien, nous avons les mêmes termes. Alors, après, c'est comme une gamme de musique.
do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme. Après, on va en faire soit de la musique classique ou du hard rock. Hein, donc, ça reste de toute façon la même façon d'appréhender la dégustation. C'est une gamme. Eh bien, vous savez, quand on va parler de finesse, d'élégance, on peut très bien déposer ces termes-là sur un vin de notre région, comme sur certains vins de grands crus bordelais ou autres. On a la chance en Languedoc, et là j'ouvre un peu plus en Languedoc-Roussillon, d'avoir un panel extraordinaire de cépages et de terroirs. La typicité d'un vin, elle va venir surtout, avant toute chose, de l'expression même de l'eau végétale. Alors on va repartir sur le côté, je dirais, le côté un peu plus culturel et non culturel dans le monde du vin. Eh bien, cette eau végétale a été minéralisée par le sol sur lequel a poussé la plante. Vous savez qu'il y a plusieurs terroirs dans notre région. Il y a des terroirs qui vont se trouver à l'altitude et des terroirs qui vont se trouver au bord de la mer. Celui du terroir du Picpoul est tout à fait intéressant. D'ailleurs, son terroir, c'est la mer. Mais il y a aussi des secteurs comme le Pic Saint-Loup, comme la Clappe, comme le Saint-Chinian, le Faugère. Eh bien, on va avoir des typicités de différents sols. Donc, on a plusieurs types de sols. Alors, si on est dans la région de Saint-Christol, à côté de Castries, Saint-Ginès-des-Monts, on en parlait tout à l'heure, eh bien là, chez un vigneron qui s'appelle Luc Moignet, on va avoir des galets. Ces gros galets roulés, qui sont des galets roulés du Rhône, ce sont des fameux galets roulés du Villafranchien qui sont remarquables, qui ont vraiment cette couverture thermique, cette même lame de galet. Eh bien, il va finir sa course aux portes de Montpellier, dans un des terroirs extraordinaires et qui s'est implanté en plein dedans, c'est des terroirs de la Méjanelle. Alors, dans la Méjanelle, vous avez par exemple le château de Flaugergue, vous avez, pour ne pas le citer, mais beaucoup d'autres domaines tout autour de Montpellier qui ont en fait, ils se sont implantés sur ces fameux terroirs de galets. Ensuite, on va retrouver les terroirs tels que le calcaire. Le calcaire est un calcaire actif, on trouve plusieurs calcaires différents. Ça, ce sont des calcaires. Alors, il y en a un peu de différentes sortes. Hein. Il y a des calcaires coquillés, il y a des calcaires actifs. On va retrouver donc ces calcaires sur le Pic Saint-Loup, mais on va en retrouver aussi du côté. On va se retrouver sur des calcaires qui ont, par exemple, sur Pignan, sur Castries, hein, puisqu'on retrouve des calcaires coquillés dans ce secteur-là, et donc ils vont échanger d'une façon intéressante. Ensuite, on va retrouver des ruffes. Alors, les ruffes, d'après vous, où est-ce qu'elles se trouvent, les ruffes, sur notre terroir du département de l'Hérault? Pardon? Alors, on pourrait presque, mais c'est pas Saint-Chinian. C'est quoi? Ah, mais justement, c'est là, le Salagou. Exactement. Ce sont des schistes. C'est pour ça que je dis, ce sont en fait une variété de schistes. Ce sont des schistes donc, qui sont chargés en minerai de fer, qu'on va retrouver tout le long du tour du lac du Salagou. C'est cette terre rouge. Hein, donc il y en a un peu du côté de Cournon-Terral, ces petites ruffes, c'est le départ, hein, puisque derrière à Villeverac, pas très loin de là, les terres sont rouges. D'ailleurs, il y a une propriété qui a une cuvée qui s'appelle le Camborousse. Les Camborousse, c'est les jambes. Et quand on chasse là-haut dans ces secteurs, on a les pattes qui deviennent rouges et qui donc, les lièvres d'ailleurs aussi ont les pattes rouges. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont cette typicité de ce sol, donne vraiment des notes ferreuses. Mais on verra sur le vin comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça. Ensuite, il y a donc ces fameux schistes, en effet, sur Saint-Chinian, une partie de Saint-Chinian, pas la totalité, et la totalité du terroir de Faugère. Et là, on va avoir donc une belle minéralité, une minéralité très profonde, avec une belle acidité. Ce sont des terroirs qui échangent énormément. Le vin est fait à 80% d'eau, plus de 80% d'eau. Hein, c'est d'ailleurs vraiment une boisson à part entière. Et donc, on va avoir cet échange qui va être fait. Ensuite, il va être fait de cépages. Ces cépages, on va retrouver des cépages tels que dans les blancs. Est-ce que vous pouvez me citer, tiens, pour voir quelques cépages de vin blanc? Le Picpoul. Ah, bien sûr. Ah, il fait le Picpoul. Le Sauvignon. Alors, Sauvignon. Alors, si vous voulez, on va essayer de mettre plusieurs familles. En fait, vous avez les vins de Pays d'Oc, vous avez les vins de pays ou vins de pays de zone avec des limitations, hein, donc en vins de pays, puis on va avoir les AOP ou AOC. Donc on va mettre par cépage. Alors on va rester sur les blancs, en effet, donc le Picpoul, on va le mettre dans les AOC ou AOP bientôt, mais surtout, aujourd'hui, il a la chance de faire partie de la grande famille des crus autonomes, et donc le Picpoul à la Saint-Valentin a atteint vraiment... Il n'existe qu'ici.
Il n'existe qu'ici, c'est mondialement reconnu. Oui, non, on peut se servir de ces cépages pour faire d'autres vins. Absolument, on peut se servir de ce même cépage, d'ailleurs il rentre dans la composition des châteauneufs du pape. On retrouve du Picpoul sur l'ensemble. La définition sur l'étiquette Picpoul de Pinet est réservée bien entendu à cette région propre ici de ces communes que je vous ai citées. Et il est connu aux États-Unis. Il est connu aux États-Unis, on va le retrouver dans plusieurs secteurs. Ça c'est le Picpoul. Donc vous m'avez dit Sauvignon, c'est ça? Non, le Sauvignon on va le garder. On va le garder et on va le mettre dans les vins de pays, par contre. Il ne va pas être produit dans les appellations d'origine. Ah, il y en a bien d'autres. Hein. Le chardonnay, pareil. Chardonnay, grand cépage avec une belle vie. Le vionnier, en effet. Le vionnier, lui, par contre, on va le mettre dans les deux. Parce qu'il a l'autorisation d'être produit en appellation d'origine comme un vin de pays. Allez, on va continuer. On les appelle les IGP maintenant. Marsan. Pardon? Marsan, mais je sens que cette table elle a l'air assez pointue. Hein. La Marsan, absolument. Alors la Marsan, on va la laisser dans les AOP. Allez, il y en a d'autres. Vermentine, qu'on appelle un autre nom. Comment vous dites? Alors, le Vermentine, on l'appelle aussi le Roll. Voilà. Donc il porte deux noms. Et là, on va avoir en effet ce Vermentine, on va le retrouver aussi en vin de pays, mais il est surtout en appellation d'origine. Là, madame a tout à fait raison, la clairette. Et d'ailleurs, j'attendais que quelqu'un me cite cette clairette, il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est surtout le mariage de Picpoul et de la clairette qui a fait pendant des années la richesse de cette région. Et cette richesse, elle venait surtout de tout ce qui était les noix liprates. Et tous les vermouths, ces fameux vermouths, Martigny, Saint-Zanon et autres, étaient assemblés à base de clairette du Languedoc et de Picpoul. Il faut savoir que la clairette du Languedoc est un des plus anciens cépages, oui, puisque les baies ont été retrouvées donc, dans les fosses d'aisance de la maison, entre autres, pas loin d'ici, à Lupien. Et donc, elles ont été donc, référencées. Mais c'est surtout, on a pendant très longtemps assemblé ce Picpoul avec cette clairette. Et la clairette du Languedoc est d'ailleurs passée à appellation d'origine contrôlée, une des premières de France. Et c'est un personnage qui venait dans notre région, qui était un grand monsieur dans sa taille, et aussi, après, chacun va y retrouver, c'était le président de la République, enfin, il n'était pas encore d'ailleurs, M. de Gaulle. Donc le général de Gaulle est venu à Languedoc et a classé la clairette du Languedoc dans ses premiers instants, dans ses signatures de décret. Alors moi, je poserai une question. Oui. Pourquoi le terme clairette a été repris quand on voit la clairette de Die, la clairette de Château? Alors après, ce sont des cépages. Vous savez, il y a plusieurs types on va retrouver Il y a un type de fabrication aussi? Alors, c'est de vinification. Vinification. Oui, alors si vous voulez, c'est pas les mêmes clones, mais ce sont des. On va la retrouver à Bellegarde, la clairette de Bellegarde, on va la retrouver la clairette du Languedoc. Alors la clairette du Languedoc, elle va se retrouver là. Il ne faut pas la confondre avec la blanquette. Hein, bien sûr, parce que la blanquette, c'est encore autre chose. C'est un cépage, ça. Alors on retrouve des cépages de blanquette, mais ce n'est pas le cépage qui est mis là. C'est le mosaque surtout et le chardonnay. Mais sinon, si vous voulez, la clairette, on va la retrouver en effet sur plusieurs noms dans des régions un peu différentes. Voilà. Mais on va retrouver, parce que le Picpoul a l'autorisation d'être produit dans d'autres régions, on va retrouver le même nom. Voilà. Après, elle se décline en plusieurs variétés. C'est-à-dire que la clairette, on va la retrouver en sec, on va la retrouver en moelleux. D'ailleurs, je vous la conseille sur un travail qui est vraiment fait sur le foie gras, sur des choses comme ça, c'est très très bon. En moelleux, en rancio, en ranciotage, et en vin de liqueur. Donc on va avoir là vraiment toute la traduction de ce cépage tout à fait intéressant. Mais il y en a d'autres. Alors pour aller plus longtemps, nous avons, pardon. Alors il y a le muscat, alors il y a de la marsanne, de la roussanne, du roll, de la malvoisie, du bourboulin, de la clairette, du Picpoul. Marsanne, roussanne, roll, malvoisie, bourboulin, clairette, Picpoul, vionnier, chardonnay, sauvignon, et j'en oublie. En rouge maintenant. En rouge, il y en a un peu moins. Merlot. Alors le merlot, en effet, c'est un
très joli cépage. Syrah. Il est pas, alors la Syrah aussi, il n'est pas d'origine d'ici, le Merlot. Hein. Il est pas, alors, lui, par contre, oui. La Syrah, on va la retrouver à plusieurs endroits. Alors, Merlot, oui. Syrah, oui. Carignan, oui. Grenache, absolument. Cinsault, absolument. Alors, si vous voulez, le vin, c'est un assemblage. C'est une méthode de vinification. Je me suis permis de reprendre monsieur en disant que ce n'est pas de la fabrication, c'est de la vinification. Parce que cet assemblage, en fait, c'est un peu comme un rugbyman. Si on prend la charpente de Trenduc, par exemple, ça le citer, eh bien, si on le déshabille, mais plus que le déshabiller, on va le mettre à son squelette, ça va être la charpente, ça va être le carignan. Le carignan, c'est la structure, c'est là où on va avoir toute l'ossature du vin. En fait, le vin, c'est un montage avec une arête centrale, et puis ensuite, à côté, on a des différents cépages. Les vins, c'est un peu ça. Le muscle, ça va être le grenache. Ce grenache va lui donner la rondeur, l'élasticité, le côté vraiment expansif dans le personnage, mais aussi dans le vin. On va lui donner de l'élégance, la façon de se déplacer. Comme lui-même, pour l'élégance, c'est un peu brut, mais quand même, ils ne font pas que du rugby toute la journée. Donc cette élégance, cette finesse, eh bien, ça va être la Syrah qui va l'apporter. Ensuite, on va lui donner un côté un peu, je dirais, détendu et frais. La fraîcheur, ça va être le cinsault. Et puis le côté exotique, le côté épicé, poivré, ça va être le mourvèdre. Le mourvèdre. Le fameux mourvèdre. Le mourvèdre, c'est un cépage qui est issu de cette région de Bandol. Alors il est arrivé historiquement depuis l'Espagne, et puis il est arrivé à Bandol. D'ailleurs, on dit que pour que les mourvèdres soient bons, il faut qu'ils entendent où voit la mer. Alors tout simplement parce que le mourvèdre, à un moment donné, il est un peu feignant. Il est feignant, mais il a raison de prendre son temps. Regardez les vendanges cette année, elles se sont terminées un peu plus en vendange en décembre. Mais ce mourvèdre, il a un cycle végétatif, c'est lui qui va débourrer le dernier, et il a un cycle végétatif très très lent. Eh bien, c'est lui qui va mûrir le dernier. Donc si on le met dans les endroits un peu froids et un peu difficiles, eh bien que aujourd'hui l'évolution du climat est en train de changer, mais on va se retrouver avec ce mourvèdre qui ne va pas prendre de maturité. Parce qu'il est important de savoir que la maturité dans le raisin, c'est énorme. C'est lui qui va nous permettre d'avoir des vins tout à fait construits et équilibrés. Sans la maturité du raisin, eh bien, on ne pourrait pas avoir des vins qui seraient complets et absolument confortables dans notre palais, ce que l'on recherche. Donc le mourvèdre, lui, il prend son temps et il va mettre toute sa place et toute son énergie, et il sera vendangé presque au mois de novembre. Voilà. Et le terré bourré. Ah, le terré bourré. Et on n'en trouve plus trop. Il en existe encore. Hein, on trouve encore, il y en a d'autres. Il y a le yad qui est le cinsault. Hein. Voilà. Mais on retrouve en effet le terré bourré qui était un des cépages, comme l'uni blanc. Voilà. Et oui, alors si vous voulez, l'INAO, l'Institut des appellations d'origine, a un peu mis le nez à l'intérieur de tout ça et a fait un peu de nettoyage. Mais c'est dommage parce que. Pourquoi il a été abandonné celui-là? Ben parce qu'il est produisait énormément. Vous savez qu'à un moment donné, on sait quand même. C'est vraiment ce qui produisait beaucoup. Et voilà. D'ailleurs, le secteur de ma belle famille est originaire de Port-Iragne. Donc c'est un secteur où mon cousin était directeur de la cave de Vias, mon grand-père était négociant en vin au Pont Noir à Sauplières. Donc si vous voulez, ce secteur du Viterrois, j'ai encore mangé chez des amis à Capestan dernièrement. Donc tout ce secteur-là, on a vraiment, on l'appelle l'Aramonie. L'Aramonie, c'est l'endroit où l'Aramon était on ne peut plus propice à développer. Et d'ailleurs, pardon. Les bords du Vidour. Le long du Vidour. Le long du Vidour, voilà, le long du Vidour, n'oublions pas ce secteur là-bas. Il y a un village dans le Gard. Oui, il y a un village absolument. Mais quand même, ce secteur-là a permis surtout, grâce à quoi, d'après vous, le développement de ce secteur? Il y a plusieurs raisons, mais il y a surtout par rapport à quoi? Déjà par rapport à ce qui nous regarde en face, juste là. 7. Mais si on se met à 7, il faudrait regarder de l'autre côté. Mais de l'autre côté, l'Afrique du Nord. Maroc, Tunisie, Algérie, les trois. Les trois, on avait une population française qui vivait sur place et qui
produisaient du vin. Des vins structurés, puissants, avec des couleurs. Donc, sur le territoire français, on consommait du vin à ce moment-là, on consommait du vin, mais d'une façon un peu différente que celle d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'un mineur, les infrastructures ferroviaires, minières et les armées consommaient du vin. Aujourd'hui, on ne consomme plus ce vin, nulle part. En voiture. Beaucoup moins, encore moins. Donc, si vous voulez, cette consommation-là, il fallait impérativement faire rentrer cette matière première sur notre territoire français. Et donc, les pinardiers arrivaient par Sète, Marseille et Port-Vendre et permettaient, grâce à une autoroute fluviale, de monter et de pouvoir être commercialisés dans de bonnes conditions. Et c'est le canal du Midi qui a joué un rôle important dans la signature de la production importante dans le Midi de la France. Pendant longtemps, on a fait pisser la vigne, parlons des choses telles qu'elles sont, et on a amené donc des quantités de vin. C'est là que, à force de gagner de l'argent et autres, il y a des fraudes qui se sont faites. Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites. On faisait donc là, à ce moment-là, oui, on faisait des coupages. Donc ces coupages étaient issus des vins, et surtout des cépages, donc comme la Ramon, qui étaient produits sur le Languedoc. Il faut savoir que dans le Languedoc, on ne fait pas du vin depuis avant-hier. On en fait depuis la nuit des temps. Saint Benoît d'Agnan, le réformateur de la pensée des bénédictins, au 5e siècle, avait imposé la viticulture, la culture du blé et de l'olivier, dans la bastion du Languedoc. Et donc on fait du vin depuis très très longtemps. Les villas gallo-romaines, on le voit, ils avaient des secteurs où on pouvait avoir du vin. Mais ces appuis géopolitiques qui se faisaient à ce moment-là étaient importants, donc on a fait rentrer des volumes de vin énormes. Les négociants se sont développés d'une façon importante et le commerce du vin a été extrêmement florissant. Il y a un domaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, c'est un très bel endroit. Ce n'est pas un domaine viticole, quoique au temps à le regarder, c'est le château Les Carrasses, à côté de Capestan. C'est un très très beau lieu. Et ce château Les Carrasses a été payé en une vendange. Pour vous dire comment ça fonctionnait bien. Donc cet attrait de ce monde du vin était vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Mais l'historique a voulu, parce que les armées, les mines et autres ont moins consommé. Un maçon consommait entre 3 et 5 litres de vin par jour. Est-ce que vous avez déjà vendangé pour certains? Oui. Bon, les dames, vous ne portez pas, mais les messieurs, ils étaient porteurs. Quelle était la différence entre un porteur et un coupeur? Il avait du verre. Oui, il avait droit à un Absolument. Eh bien, il avait droit, un coupeur avait droit à 3 litres et un porteur à 5 litres. C'était sa consommation. Mais ce n'était pas les mêmes vins qu'on faisait aujourd'hui à Bovignac, avec des vins à 13 ou 14 degrés, avec une intensité. Non, c'était des vins qui étaient relativement dilués, avec une structure et une intensité qui étaient moindres. Mais on avait quand même cette consommation qui était importante. Mais c'était aussi la consommation de base à table. Je veux dire, un enfant prenait relativement du vin assez tôt, coupé avec de l'eau. Absolument. D'ailleurs, il y a eu. Alors, on a dit que dans le Languedoc, on faisait la piquette. Vous savez, à savoir que la piquette. Alors, c'était le ministre Bonnet. Alors, sur le moment, on aurait dû le prendre, mais bien réfléchi, je crois qu'il a fait beaucoup de. Il a eu raison. Mais, quoi qu'il en soit, le terme de piquette, c'est un terme précis. Ça existe, la piquette. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous, la piquette? Ah, c'est pas un vin qui pique, quoique il pourrait presque un peu piquer. Ça pique un peu, mais il est surtout, il se pique et il se pique rapidement. C'est un rinçage. Vous savez ce que c'est le gâteau de marc? Vous savez, quand on vendange, on jette la vendange dans une cuve. Cette cuve, il y a la macération. On va ensuite enlever les premiers jus, puis ensuite on va avoir ce qu'on appelle les vins de presse. Donc on va décuver. On va sortir donc la cuve, on va vider la cuve et on va le mettre dans un pressoir. Ce pressoir, on va le serrer, comme Saint-Vincent, donc on va le serrer et on va faire couler les jus. Mais après, dans ce gâteau de marc, il y a encore quelque chose. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait de l'eau dans ce gâteau de marc et qu'on repressait. Et c'était ça la piquette.
C'est en fait quelque chose qui était consommé rapidement, qui était en fait un rinçage de ce gâteau de marc, c'était très clair, et donc on avait ce breuvage qui était absolument pas du tout stabilisé, il n'y avait pas d'alcool, ou très peu, donc il se piquait rapidement, donc piquette. Et donc il, en même temps, me permettait de goûter et manger par exemple les premiers chrétiens. Mais on parle beaucoup, surtout moi, et vous devez avoir grand soif. Et on va commencer peut-être à déguster, puis vous continuerez à me poser des questions. Dites-moi. L'Aramon, il a tendance à disparaître. Oui, Et donc, pour quelle raison? parce qu'il produisait trop. Il produisait trop. On faisait, il faut savoir que, Il n'y avait pas de degré. pour vous dire, dans la région, donc je vous ai cité tout à l'heure, entre Port-Iragne, Cers, et dans tout ce secteur là-bas, on pouvait produire jusqu'à 350 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, dans un terroir tel que le Pic Saint-Loup ici, on est entre 30, 50, 60 hectolitres à l'hectare. Vous vous rendez compte de la différence? Mais le vin, du coup, il n'a plus du tout le même goût. C'est comme les tomates. Moi, j'ai fait, pendant, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai travaillé à Indra, Antibes, et on faisait ce qu'on appelle la culture hydroponique. La culture hydroponique, c'est-à-dire qu'on mettait sans substrat, donc des tomates, qui elles-mêmes, comme les buveuses d'eau, hein, vous savez, les buveuses d'eau, à un moment on envoyait là. Donc elles avaient, donc on y donnait azote, potasse et phosphore, quelques oligo-éléments, et on développait des tomates remarquables. Elles étaient comme ça, on avait des néons sous serre et autres, elles étaient magnifiques, elles étaient rouges, elles n'avaient pas une maladie, elles étaient nickel ces tomates, mais elles n'avaient aucun goût. Parce que quand même on les goûtait, elles n'avaient aucun goût. Par contre, si on voulait en manger, nous, pendant que l'on travaillait, on avait les mêmes pieds qu'on mettait au fond du jardin, qu'on arrosait avec un peu de fumier, et du coup, elles étaient un peu plus rougnousses, elles étaient un peu plus nouées, et bien elles avaient un goût extraordinaire. Et bien c'est un peu ça le vin. C'est-à-dire que si vous lui demandez d'être dilué, n'oublions pas, 80% d'eau. Et cette eau végétale, on va avoir plus d'intensité et surtout de sucrosité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on nous dit, mais les vins, maintenant, au XXIe siècle, sont trop puissants et sont trop forts. Et on voit que les vins à 13, 14 degrés. Ce qui est vrai. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a réduit le rendement. En réduisant le rendement, on concentre. Et en concentrant, on va apporter une sucrosité. Et d'où vient l'alcool, si ce n'est de la consommation des sucres en alcool, la transformation des sucres en alcool. Plus on a un fruit qui est mûr et qui est concentré, eh bien, c'est comme si vous faisiez du vin avec des raisins de Corinthe, en quelque sorte. Vous savez, on a évaporé. Alors, ça existe. D'ailleurs, les vendanges tardives, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que l'on a surmûri un produit, donc on l'a amené le plus loin possible dans le temps. Alors ça ne va pas se faire partout. Pourquoi? Parce que c'est le froid qui va éviter que le botrytis et surtout le champignon va se faire pourrir. Si vous faites ça sur le bord de l'étang de d'eau, c'est très compliqué. Parce qu'il y a l'humidité marine qui va jouer un rôle important, même si on est quand même dans une région où on a quelque chose d'important, c'est le vent. On appelle ça le vent médecin. Ce vent médecin qui va assainir. D'ailleurs, on a aujourd'hui permis, avec cette ventilation du vignoble, de baisser le taux de produits phytosanitaires à l'intérieur. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais si on reprend donc le vin, plus on va avoir de rendement, moins on va avoir de sucre, et donc une dilution et des degrés beaucoup plus bas. Alors peut-être que la solution, vu l'attaque qui est faite sur le phénomène routier, entre autres, hein, je dis l'attaque, c'est pas de l'attaque, je ne le sens pas comme ça, ils ont raison. Nos vies valent la peine d'être protégées. Mais je pense qu'on se trompe un peu d'ennemis aussi, parce que je pense que c'est pas toujours le vin qui en est, hélas, responsable, c'est d'autres produits qui sont aujourd'hui assimilés et surtout additionnés. Mais donc, pour revenir donc, à cette concentration, on a une concentration et c'est pour ça que l'Aramon a relativement disparu. Mais il y en a d'autres cépages. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, c'était en Espagne, je ne sais pas si c'était en Catalogne ou en Andalousie, où ils plantent des vignes en altitude pour qu'il y ait moins d'alcool. Absolument. Alors, d'ailleurs, il y a dans la Rioja et entre autres Torres,
Torres, dernièrement, le Conseil général de l'Hérault a un service qui s'appelle l'Observatoire viticole, qui fonctionne très bien, avec qui on travaille énormément. Et on a fait dernièrement à Baïsang une réunion sur justement l'évolution et la climatologie sur l'ensemble du département de l'Hérault. Mais on a fait venir d'autres personnes, d'autres régions viticoles, et entre autres un espagnol de chez Torres. Et Torres vient d'acheter des 1000 hectares à 1600 mètres d'altitude en prévision du changement climatique. Et donc, on va avoir donc cette évolution, et donc du coup, on va en effet avoir un taux mais cette année, et ça m'a plu dernièrement dans une dégustation que j'ai fait, la personne a dit, cette année, on a pris 1000 mètres d'altitude. Parce que l'acidité et la fraîcheur de nos vins étaient très présents. 2013 est vraiment non pas sur la sucrosité et le fruit, on est vraiment sur la finesse et l'élégance dans le vin. Ça n'a pas une incidence sur du blanc ou du rouge, ces conditions climatiques? Bien sûr que oui, c'est exactement la même Alors, chose. peut-être plus favorable au blanc qu'au rouge, ou bien c'est une hypothèse de ma part? Non, disons que le rouge va avoir peut-être des structures tanniques un peu plus importantes. Il faut savoir d'où vient le tanin. Le tanin, il est issu de la peau du raisin. Alors il y a plusieurs tanins. On a des tanins de rafle et on a des tanins de peau. Le tanin de peau est un tanin aussi qui est en même temps teinturier, ce que l'on appelle teinturier, c'est-à-dire qu'il colore quand on touche une cuve, hein, quand on voit la coloration. On a les mains qui sont teintées de ce tanin. Ce tanin, il va provenir de la macération, et entre autres de la peau qui va permettre cet échange. Donc, c'est un peu comme notre propre peau à nous. L'été, quand on a beaucoup de soleil, on a une peau qui devient beaucoup plus épaisse. Elle se cutine, elle se protège. Elle protège en s'épaississant. Si on reste à l'ombre, comme une endive, et on va être blanc comme un linge, et on va avoir la peau très très fine. Et le raisin, c'est un peu la même chose. Pour protéger en fait ce que le raisin a le plus cher, c'est-à-dire le pépin et la pulpe qui l'entoure, eh bien, la peau va créer une cutine. Cette cutine, on va la retrouver, par exemple, pour vous donner un exemple, un peuplier. Où est-ce qu'ils poussent les peupliers là? Bord de l'eau. Et ils ont des feuilles d'une tendreté remarquable, un joli petit vert plutôt pastel. Si on prend le mou, ou si on prend un chêne vert, où est-ce qu'il pousse? En pleine garrigue, dans le rascle et sans une goutte d'eau, ou presque. Donc il va créer de ce fait de la limite, de la protection pour éviter l'évapotranspiration de la plante. Donc on va avoir cette protection qui va être faite par la plante. Et bien le raisin fait la même chose. Le raisin, quand il a beaucoup de stress hydrique et quand on le met sur un terroir extrêmement aride, il va se créer une peau très importante. Et donc du coup, on va, pour répondre à votre question, on va se retrouver avec des vins beaucoup plus structurés et tanniques. C'est pour ça que dans notre région, on a des vins qui expriment énormément. Parce que les tanins, du coup, ils sont accompagnés de la sucrosité, la maturité de nos cépages. On a un ensoleillement, 360 jours de soleil par an. Donc, ça fait quelques jours quand même. On va le décompter. Cette année, on va le décompter. Mais quoi qu'il en soit, c'est des statistiques à Fréjorgue, à la météorologie. Donc, non. Mais donc on va avoir cette typicité, donc c'est comme ça qu'on va faire aussi des phénomènes de millésime. Mais donc pour revenir donc à cette caractéristique de soleil, d'ensoleillement, on va se retrouver avec des vins beaucoup plus structurés, beaucoup plus alcooleux dans le futur. Dans la région ici, vous avez un appauvrissement en eau quand même par rapport à d'autres régions. On voit la Bourgogne, etc. Il pleut beaucoup plus. Oui. Alors qu'il y a une chose que j'ai remarqué quand on va du côté de Pézenas, enfin quand nous sommes arrivés, eh bien les vignes étaient les pieds dans l'eau. Alors est-ce que ce style d'arrosage, je dirais, permet... Alors, déjà l'arrosage aujourd'hui est interdit. L'arrosage, c'était une autre époque. C'est quand même rare de voir. Alors, en effet, il y a les roues qui débordent. Mais ça, c'est des phénomènes ponctuels qui sont issus d'épisodes sévenols, qui vont faire que le taux
l'humidité était plus ou moins importante. Ce sont des zones qui sont relativement basses, donc les zones phréatiques, les niveaux des nappes phréatiques, quelque chose qui est absolument mouvant. Ce qui est plus inquiétant, c'est la qualité de l'eau qui est aujourd'hui potable ou moins potable. Voilà ça. Mais rassurez-vous, ce sont des moments vraiment épisodiques. Et ce secteur, d'ailleurs, est, je crois, une des zones de détente de l'Hérault qui permet justement d'envoyer, de délester pour éviter de noyer Pézenas et autres. D'ailleurs, on appelait bien d'ailleurs les habitants de Castelnau-de-Guers les sauter-roches. Tu me confirmes ou pas? Tu sais pas? Les sauter-roches, pourquoi? Parce qu'ils allaient à Pézenas, de rocher en rocher, pour pouvoir traverser. Alors pour plusieurs raisons, parce que plusieurs fois le pont a été emporté, et l'autre fois, surtout qu'il y avait un octroi sur le pont, et qui ne payait pas de ce fait le droit d'accès. Oui. Oui. Avant, on utilisait la rafle pour faire le vin. On utilise de moins en moins maintenant. Elle est toujours présente. Hein. On a toujours la rafle. Il y a même des méthodes de vinification. Oui, quand il en à la machine. Oui, le fait d'extraire, d'enlever la rafle, on va avoir des... modifier les années, ça alors. Oui, ça peut faire modifier les années. Mais on a des méthodes de vinification où on demande aux vignerons d'aller cueillir à la main les... Vous savez, il faut savoir que la machine est présente dans notre vignoble, mais est à plus de 80% à Bordeaux. Oui, donc là-bas, il n'y a pas de rafle à Bordeaux. Très peu. Mais par contre, ils ont des structures de cépages qui ont beaucoup de tanins. Le merlot et le cabernet sont extrêmement pignés, hein, donc pignés parce qu'ils sont très ramassés. Et si vous avez déjà goûté un merlot comme ça? Ça rappellerait. Comme tu imagines une olive. C'est pas bon. C'est pas terrible. C'est vraiment pas un raisin de goût de bouche. Alors prenez un cinsault bien ouvert qui pigne pas trop avec des jolis. Si vous avez la chance que les guêpes ne les aient pas mangés avant, eh bien vous aurez un cinsault. C'est la gourmandise. Prenez un muscat, même s'il n'est pas impérativement un muscat de Hambourg, mais si vous prenez un petit grain ou un muscat d'Alexandrie, c'est du miel. Donc vous allez avoir. On va retrouver des cépages qui sont vraiment très confortables. Monsieur, même un pic-poule ou un chardonnay c'est excellent, comme ça. On ne pouvait pas boire un peu de vin? Si. On attend. On va en faire. On s'est préparé.